Bonjour, c'est Cryptolis, bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous de 8h du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché bien évidemment, le Bitcoin. On commence avec les nouvelles et on va parler beaucoup de Terra, de l'UST et de Terraform Lab parce qu'il y a beaucoup d'actualités autour et c'est un petit peu la tourmente. Alors on commence directement avec Terra Labs qui doit 78 millions de dollars en taxes justement au gouvernement coréen, et du coup, je pense que ça va un petit peu mal par rapport à ça, parce qu'il est considéré comme étant une évasion aux taxes, et donc c'est assez mauvais en plus, parce que la Corée du Sud a déployé son unité spéciale pour justement enquêter sur Terra Lab, qui a un petit surnom, qui est très aguichant, qui est Grim Reaper, donc la faucheuse. Donc c'est intéressant de voir comment ça va se dérouler, vu le nombre surtout de lawsuits qui sont en train d'être effectués, donc de procès qui sont en train d'être montés et effectués contre justement le CEO de Terraform Labs. On continue avec notamment cette histoire de vote de fork qui est en train de faire et qui fait un tollé à l'heure actuelle sur tout simplement Twitter. Parce que je vous en ai expliqué un petit peu hier, c'est que le vote a été refusé à 90% sur les pré-votes, enfin sur les préliminaires, et là, lors du vote réel, qu'est-ce qui se passe? On commence avec 11 millions de votes pour oui. Voilà. Donc forcément, ça fait un peu le feu aux poudres, parce que le vote n'a pas commencé, il commence directement avec 11 millions. Donc c'est toujours très compliqué, alors que, initialement, 90% des personnes avaient refusé. Donc il y a de grandes chances que le vote se valide, entraînant justement le lancement du fork le 27/05. Et ce sera un fork sans UST, avec juste un Luna inflationniste de 7%. Ça sous-entend aussi que Luna C, enfin Luna, du coup le Terra Luna existant à l'heure actuelle deviendra Terra C et Luna C, donc classique, et globalement sera plus ou moins mis de côté et oublié. Alors au niveau du fork, ils ont prévu de dédommager potentiellement les holders de UST ou de Luna qui holdait depuis très longtemps, mais ça reste minime à l'heure actuelle, et le but à moitié affiché étant quand même de repartir sur quelque chose d'autre, sans justement la notion de stablecoin, et repartir sur du coup une blockchain classique pour sauver l'écosystème. À savoir que forcément, étant donné qu'on a une pluralité d'autres blockchains qui annoncent mettre des moyens pour pouvoir migrer les projets de Terra vers leur blockchain, le dernier en date étant la BNB Chain, qui met en place un support spécialisé pour pouvoir le faire. Donc forcément, il y a une volonté d'accélération pour éviter de voir tout ce qui a été construit disparaître, et ça étant une vision de la personne qui a créé Terra Luna, mais un développeur en lui-même n'aura pas de difficulté de passer à une autre blockchain, et je pense que si j'avais un projet sur Terra, personnellement, je changerais aussi de blockchain, et ça c'est mon avis à moi, mais c'est désolant de voir qu'à l'heure actuelle, la notion de fork passe, alors que, en effet, il y a quand même un gros problème et un paquet de personnes qui sont encore bloquées, et je ne suis pas sûr que les rétributions qui sont planifiées soient suffisamment fortes et intelligentes pour pouvoir compenser réellement ceux qui ont perdu, et qui ont perdu beaucoup. Je ne sais pas non plus si ça a vocation à concentrer en fait les aides sur les petits portefeuilles. Ça aurait été bien, comme l'avait proposé Vitalik. Et globalement, moi ça me dérange un petit peu comment c'est effectué, avec les différents retours qu'on a eus durant cette crise, où justement on nous dit vous inquiétez pas, j'ai la solution, attendez, on va juste accélérer le processus. Ça marche pas, c'est pas grave, vous inquiétez pas, on recommence, mais cette fois-ci on retire le stablecoin. Ok. Donc du coup, il y a toute cette notion qui disparaît, à savoir que Luna a explosé grâce à l'incentive de Encore, et donc à l'UST. Quel est l'intérêt de Luna, de la blockchain Terra, s'il n'y a pas cette incentive, et donc l'accroissement forcé, parce que c'est un accroissement forcé, d'injection de liquidité dans l'écosystème. Du coup, là, c'est un petit peu compliqué aussi, parce que il y a toute une notion de crise de crédibilité qui est en train de se construire, que ce soit avec notamment les procès, et d'autres choses où on commence à avoir des rumeurs qui apparaissent, alors qui sont en train de plus ou moins de se confirmer, mais c'est encore toujours très compliqué, comme par exemple le fait que il y a des documents officiels qui sont divulgués et qui sont officiels a priori. Je mets des gros guillemets parce que pour l'instant pour moi j'ai pas encore quelque chose
qui me l'atteste réellement. Je ne connais pas oui, il y a des documents, mais je veux dire, je ne connais pas le type de document réellement officiel et si c'est des contrefaçons ou pas, mais ce sont des documents qui montrent que Doowan, pardon, a justement dissous Terraform Labs, justement à Séoul et Busan, juste avant Luna, enfin le crash de Luna et de l'UST. On a un investisseur massif de Terra Lab qui a vendu 80% de son holding avant la chute. Enfin bon, globalement, il y a un ensemble de choses qui sont en train de se mettre en place avec l'inactivité justement et les fausses propositions qui avaient été faites au moment par justement là-dessus. C'est très compliqué de se mettre au clair. Est-ce que réellement il y a eu une attaque extérieure? Est-ce que c'est pas plutôt une attaque intérieure? Globalement, il y a toute une crise réelle de crédibilité qui est en train de se mettre en place. Et quand on rajoute là-dessus la notion de fork et la notion de vote qui est en train d'être effectuée, c'est très 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 compliqué. Je pense que si on perd la crédibilité, notamment dans le monde de la blockchain, ce qui est vraiment vrai dans le monde de la crypto et de la blockchain, je pense que c'est fini. Et le fait de vouloir impérativement partir sur un fork, je ne suis pas sûr que ça sauve les meubles, loin de là, mais l'avenir nous le dira. Alors, au niveau de la régulation, bah forcément, ça a joué quand même beaucoup, parce que par exemple, la Corée du Sud est en train justement de mettre en place une régulation très stricte pour licencier justement tous ceux qui fournissent de la crypto-monnaie, donc à voir comment ça va se calculer, à savoir que si on rajoute là-dessus, nous avons le G7 qui va discuter des cryptos avec justement en tête l'alerte de la Banque centrale française qui, enfin globalement je vous le rappelle, hein, j'en ai parlé hier, qui explique tout simplement qu'il faut impérativement réguler de façon globale l'ensemble des crypto-monnaies avant que ce soit un désastre. Donc bon, je pense qu'on risque d'avoir quand même pas mal de nouvelles qui vont arriver dans les mois qui viennent sur la régulation des crypto-monnaies, ce qui n'est pas forcément un mal, mais qui peut être un mal si jamais c'est très mal fait, donc il va falloir surveiller ça impérativement, et on va essayer tout simplement de le couvrir lors de la quotidienne au fur et à mesure. On a eu des pas forcément excessivement positives, avec notamment un taux d'inflation en UK qui atteint les 9%, qui globalement sont plus hauts jamais atteints depuis 40 ans, hein, donc 82, c'est colossal, en effet 9%, et je pense que ça ne va pas s'arrêter comme ça. Petit rappel, nous avons un petit discours de la BCE qui nous fournit tout simplement à 13h30, je crois, le résultat de la mise en place monétaire, donc à voir si on a des petites nouvelles sur notamment le relevé des taux d'inflation, qui pourrait avoir un impact sur le marché, même si d'habitude on a quand même un impact mitigé. Le marché étant un petit peu en edge, il faut vraiment faire attention et voir chaque nouvelle peut être impactante et ne pas se dire que, en l'occurrence, ça n'a pas d'impact. Alors, 3 petites nouvelles. Une, c'est que la Russie, a priori, justement sur le Trade Minister, parle de légaliser la crypto-monnaie comme moyen de paiement, à voir l'impact que ça peut avoir, que ce soit sur les cours ou sur la régulation aussi. Hein. Forcément, on a un double impact qui est en train de se mettre en place. Donc forcément, c'est pas forcément... c'est une épée un petit peu... voilà, on a les deux côtés, les deux tranchants, avec d'un côté ça peut être positif, mais de l'autre on peut avoir une régulation très très forte et justement exacerbée à cause de ça. On a deux nouvelles positives avec notamment Ripple qui annonce un partenariat avec notamment FinTech pour justement faciliter les transferts monétaires cross-border. Donc c'est plutôt positif pour Ripple et notamment pour la notion de transfert d'assets. Donc moi je suis positif dessus. Et ensuite on a Meta qui a justement déposé le nom de MetaPay pour les solutions de paiement en crypto, donc ça voudrait dire qu'en effet on commence à avoir des solutions qui sont en train de se mettre en place autour des GAFA sur la mise en place de crypto. Moi personnellement ce que j'attendrais réellement ce serait des géants comme PayPal avec justement des solutions de crypto. Là-dessus on aurait vraiment un gros go qui est en train de se mettre en place et qui aurait pour moi plus d'impact que Meta Facebook, mais ça reste positif quand même à l'heure actuelle. Alors voilà, petit peu long en termes de nouvelles, mais je voulais vous faire un petit point assez exhaustif sur notamment l'UST, voir un petit peu où on en était. On va attaquer justement la partie technique qui va être un petit peu différente de d'habitude. À vous de me faire vos retours, parce que j'avais envie tout simplement de vous proposer quelque chose de différent.
Je t'annonce une énorme nouvelle, il va y avoir encore plus de contenu sur le Discord, avec notamment l'ouverture de la partie premium du Discord. Concrètement, c'est quoi? C'est plein de guides, que ce soit écrits ou vidéo, il y a plus de 50 vidéos, pour apprendre tout des cryptos, que ce soit pour investir, faire du trading, comprendre la technologie, faire de la DeFi. Il va y avoir en plus des exemples de portefeuille et de bagues, le mien de bagues et de portefeuille sur lequel je vais expliquer tous les tenants et aboutissants, des dossiers sur les futures pépites, des dossiers d'analyse fondamentale du marché, des indicateurs, des stratégies d'optimisation DeFi et bien évidemment des signaux spot, futurs et investissements, avec en plus un canal fiscalité, un canal juridique, des canaux de discussion, plein d'autres choses, et ça ne va pas s'arrêter là. Si tu veux plus d'informations, je t'invite à regarder la vidéo explicative en commentaire et à rejoindre le Discord. À très vite. Alors, pour la partie technique, petit rappel habituel, nous sommes dans un schéma Elliottis, vague 1, vague 2, vague 3 terminée en avril 2021. Nous sommes dans le retracement de la 4, retracement qui se fait en A, B, C, avec la B avec extension, la C avec extension, chose qu'on avait plus ou moins anticipé, et qui s'est réalisé avec un schéma de réaccumulation de Wyckoff en BCARST. Et là, nous sommes dans le saut avec prise de liquidité de l'AR, donc la partie basse, avant de faire UT-UTAN, ou à minima l'UT, l'UTAN n'est pas obligatoire, pour pouvoir valider justement cette accélération haussière et un nouvel ATH. On voit qu'on a comblé une partie du gap CME que l'on a noté il y a fort longtemps. Il nous reste encore un petit bout qui se trouve en dessous des 25 225 et au-dessus des 24 550. Petit gap qu'on aimerait bien notamment voir se corréler et voir se boucher tout simplement pour pouvoir avoir une incentive au départ. Alors, si on regarde avec une vision un petit peu différente de ce qui est en train de se faire, hop, on va agrandir, qui est un autre graphique sur lequel nous avons les résistances Ichimoku qui sont en train d'être mises en place, qui sont des résistances weekly, qui donnent tout simplement un petit peu les zones sur lesquelles les traders Ichimoku vont travailler, que ce soit prendre des prises de profit ou sur cassure, avoir des accélérations baissières. Et moi, ce que je vous propose aussi, c'est tout simplement de travailler sur la notion de price action avec ici cette vague A, B, C, donc une prolongation de cette A sur le top de la B, voir ce que ça donne. Et pareil, ici, considérez que c'est une descente en 3 temps avec une A, B, C qui est en train d'être effectuée, et on va tout simplement prolonger la A sur la B, voir les différents retracements et voir la concordance de ces différents éléments. J'ai replacé ici tout simplement en blanc la fin du gap CME pour pouvoir vous montrer que là nous avons encore ce petit gap qui est en train d'être effectué et qui peut nous appeler. La chose qui est intéressante, c'est que nous sommes en train de travailler ici le 1 pour 1, enfin le 1-1, donc c'est-à-dire les 10% présents de cette A sur la B, donc ça veut dire qu'on est sur un objectif classique d'une ABC avec extension, mais on voit qu'on a quand même fait une extension dessus, ce qu'on pourrait justement viser le prochain niveau qui est le 272, enfin le 1-272, pardon, et qui se trouverait à 23 400, pardon, ici. Et au niveau de cette première impulsion baissière, et de ce retracement, si on fait la prolongation, nous avons justement le 0,618 qui se trouve à 25 000, objectif que l'on a justement touché et qui a comblé une partie du gap important. Le prochain objectif se trouve très bas à 11 000, néanmoins on se retrouve quand même sur quelque chose qui est assez intéressant, parce qu'on a une zone de confluence qui est très forte, en dessous de 25 000, jusqu'à justement 23 400 avec ce gap CME à finir, et ensuite cet objectif à valider. Donc on a quand même une confluence très très forte qui est en train de se mettre en place au niveau des 24 000 $, sur lequel on pourrait voir justement une accélération baissière pour se mettre en place. Alors, une confluence, oui, qui va aussi se mettre en place pour plusieurs raisons. Déjà, première chose, c'est que nous voyons ici, hop, si on se place sur ce plus bas qui a été noté ici, et que nous regardons justement au niveau du RSI, une mise en place qui est en train de se faire, on voit que on commence à avoir une forme de d'invalidation de cette justement tendance cachée, divergence cachée pardon, du RSI haussière qui était en train de se faire avec ici et ici. Je vous avais expliqué que lors d'une tendance quand c'est comme ça, c'est soit une véritable tendance avec une confirmation, soit on va avoir une invalidation forte avec une cassure du prix pour justement retourner dans une tendance réelle. Chose qui a été effectuée ici avec cette cassure qui nous permet justement
de confirmer qu'on est bien dans une zone basse. Néanmoins, ce qui est intéressant de voir, c'est que on a quelque chose qui est assez fort. On a quelque chose qui est assez fort qui se trouve ici, avec une divergence haussière qui s'est créée sur cette mise en place, divergence haussière, pareil, qui, en l'occurrence, peut avoir deux significations. Pareil, une accélération haussière, donc pour l'instant, nous n'avons aucune confirmation de ça, mais ça veut dire aussi que potentiellement, on pourra avoir un abandon total du RSI pour break ici ce plus bas, donc ça sous-entendrait qu'on breakerait aussi ce plus bas. Si on a une perte de momentum colossale comme ça voudrait dire aussi qu'on a une accélération baissière forte, et possiblement une accélération baissière suffisamment forte pour aller chercher les prochains objectifs, qui pourraient être justement les 20 000 qui ont aussi une corrélation assez forte avec pas mal de choses. Alors, corrélation qui va se faire notamment avec la notion d'order flow qu'on va regarder justement maintenant. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Alors, l'order flow, on a déjà toujours le Fear Grid Index qui est bloqué à 13, donc forcément, vu la baisse que l'on a eue, on va mettre beaucoup de temps à remonter si jamais on remonte réellement. Par contre, je suis sûr et certain que si jamais nous avons une accélération haussière, ne serait-ce que dans les 30 000, on va se retrouver sur un Fear Grid Index qui va remonter tout de suite au-dessus des 25, ce qui est toujours négatif, hein, bien évidemment, parce que ça veut dire que les gens attendent toujours cette réaccélération haussière pour pouvoir repartir. Et un petit peu ce que je vous avais expliqué la dernière fois, c'est que j'avais peur que on avait quelque chose qui se dirigeait plutôt pas mal vers une contraction des cours, donc des positions top trader, sur lesquelles on se retrouvait sur des gens qui justement se recentraient, où on avait des positions qui étaient plus ou moins équilibrées, avec justement une convergence aussi qui est en train de se faire au niveau des long shorts, donc le sentiment global des comptes sur Binance en perpétuel. Et donc du coup, c'était plutôt cohérent et on était plutôt positif. On disait juste attention ici à ne pas casser une accélération haussière. Bon bah là, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'on retourne dans les 54%, on voit qu'on redevient bullish, on voit qu'on est en train de réaccélérer au-dessus de 70 pour arriver aux 80 ici d'open interest, donc on appuie sur les leviers encore une fois, avec, cette fois-ci, voilà, on repasse encore les deux, d'accord? Et si on regarde un petit peu ce qui s'était passé ici, c'était la fin de la chute qui était en train d'être effectuée. Donc ça veut dire que la chute qui a été effectuée notamment hier, chose qu'on avait là-dessus un petit peu peur, c'est que cette chute qui a été effectuée, bah, elle a été rachetée. Elle a été rachetée massivement, avec notamment pas mal de leviers qui sont en train d'être mis en place. Donc ça veut dire qu'on a beaucoup de leviers qui sont effectués, et des leviers qui sont aussi en short, mais aussi en long, parce qu'on a tout simplement le nombre de positions qui ont augmenté long, et derrière nous avons aussi le nombre de comptes qui se positionnent en long. Donc on a toujours cette volonté d'aller plus loin en long, de racheter ce pic, donc même si on a cette peur, on se dit « Ah, bah ça va monter ». En fait, il y a cette notion très solide du fait que ça ne peut pas péricliter. On n'a pas cette peur qui est en place, et même pour aller plus loin, on pourrait dire que les gens ont envie que ça descende pour pouvoir racheter, et on a toujours ce sentiment-là. Même si on a un Fear Grid Index qui est en train de se mettre en place, qui est plutôt mauvais, quand on regarde concrètement ce qui se passe sur les futurs, donc c'est même pas du spot, hein, c'est les futurs, on voit que les gens ont tendance à acheter, et en plus à levier, et que ça remonte. Et donc c'est pas forcément positif, en tout cas pour une réaccélération haussière, mais plutôt sur une décélération, sur une accélération baissière, même pour être plutôt franc, pour une liquidation justement des personnes qui se trouvent là. Alors j'avais envie de vous proposer la même analyse, mais cette fois-ci en daily, pour prendre un petit peu de recul, voir un petit peu ce qui s'est passé, et comprendre au niveau du marché. Déjà, ce qui est intéressant, c'est que au niveau du ratio marché open interest, la seule fois où on a éclaté les deux, c'était l'ATH qui avait été fait, notamment ici. Et on voit qu'on ont dépassé justement les deux. Là, on est en train de se diriger vers les deux, et c'est pas forcément excessivement positif, parce que ici, quand on arrive sur un marché qui est ultra leveragé, sur un nouveau sommet ATH, en effet, on peut avoir une cassure qui est logique. Là, on est justement sur une continuité baissière, avec un mini crack que l'on a eu, on est en train de se résorber ce qui s'est passé, et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit une accélération qui est en train de se faire. Bon, ce qui est normal, parce que derrière, on a justement un market cap qui a vraiment beaucoup diminué, alors qu'on a un open interest qui est haut. Donc ça veut dire aussi que l'open interest n'a pas chuté, malgré la chute du cours. Donc ça veut pas dire que l'open interest monte, mais ça veut dire que le marché, le market cap, a diminué et que l'open interest est resté identique.
Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que les gens sont encore en position à certains endroits. Et l'intérêt, c'est de se poser la question où. Là, on voit qu'on a eu une chute monumentale, on est à 70, ouais, 70, quelque chose comme ça. Ici, break qui a été effectué, cluster de liquidation massive, j'espère que vous vous en souvenez, justement, cette fin 2021, ceux qui ont passé de très mauvaises nuits, avec ce qui s'est passé justement en une nuit. Et du coup, on a derrière un rachat, donc on a une chute monumentale Open Interest pour redescendre en dessous des 50K, et un rachat justement de cette partie-là. Et on voit que ce rachat a eu lieu durant toute cette zone de ranging qui a été effectuée, zone de ranging qui se trouve au niveau des 50 000, 51, 52 potentiellement, avec même un tout petit peu plus bas, 50, avec justement l'Open Interest qui restait tout le long sur cet Open Interest. Donc ça veut dire que au-dessus de cette zone-là, nous avons beaucoup de personnes qui sont en position que ce soit à l'achat, donc c'est-à-dire qui se trouvent sous l'eau, ou sont en position en short, et qui n'ont pas encore pris leur profit. On a encore un Open Interest qui est très très haut et qui ne descend pas pour plusieurs raisons. C'est que soit on risque d'avoir ici un abandon massif qui va être effectué de personnes qui vont être sous l'eau, donc derrière on va avoir un abandon, une capitulation tant que cet Open Interest est aussi haut, soit tout simplement ici un transfert qui va être effectué, c'est-à-dire que abandon partiel des personnes qui se trouvent ici, rachat du pit qui va être fait, donc forcément on va avoir un Open Interest qui va zoner comme on est en train de le voir là. Donc ce qui expliquerait pourquoi on n'a pas un Open Interest qui justement capitule. Par contre on pourrait avoir à un moment donné un Open Interest qui capitule si jamais on a encore une fois une accélération baissière, même si cette accélération baissière due à l'UST a bien montré que les gens ne capitulent pas, et donc on a une force justement de caractère qui est en train d'être concentrée. Ce qui est intéressant de voir, c'est que cet Open Interest montre aussi une volonté du marché à avoir confiance sur quelque chose qui est en place. Parce que si on regarde tout simplement ici les propensions qui sont en train d'être effectuées, donc on a quand même majoritairement du long qui a été fait durant cette période d'accélération. Pareil, ici au niveau des positions, des longues qui ont été construites. Donc c'est vraiment quelque chose où le marché a tendance à se dire, ok, on va aller plus haut, et ça se voit aussi sur plusieurs choses. Ça se voit sur les clusters de liquidation, où les clusters de liquidation, ici à l'heure actuelle, se trouvent assez peu en short. On a un gros cluster qui se trouve entre ici 30 500 et 31 500. Donc ici, on a une grosse zone de liquidité sur les personnes qui appuient très très fort sur cette chute qui a été faite. Malheureusement, ou heureusement, ils n'ont pas encore pris leur profit, donc on n'a pas de décélération qui est en cours. Par contre, on a des constructions massives de long qui continuent, hein, c'est toujours d'actualité, et ça se... qui sont en train d'être effectuées, ici, en dessous de ce renforcement qui est ici, au niveau de ces deux mèches qui sont mises en place. Donc ici, cette mèche et cette mèche. Donc on a une forme d'équalo qui a commencé à se construire avec une mise en place d'une résistance forte. Donc on a des personnes qui sont en train d'acheter en long ici, avec des positions de SL qui sont ici, voire des positions très agressives qui se trouvent ici, que je trouve limite ridicule. Et derrière, nous avons bien évidemment des constructions qui étaient déjà présentes et qui se renforcent au fur et à mesure, en dessous des 28 000, en dessous des 27 000, 26 000, 25 000, 24 000, 22 000, voire 22 000. Et 22 000, on a après c'est moins intéressant, c'est plus dégressif, donc on n'a pas forcément qu'il y a des personnes qui sont encore positionnées dessus. Néanmoins, ce qui est intéressant de voir, c'est que... c'est pas néanmoins, c'est plutôt, il est impératif que si jamais on a une chute de liquidation, ce qui va être certainement le cas à un moment donné, ou une accélération haussière pour liquider les shorters avant de redescendre fortement, justement pour emphaser l'accélération haussière, parce qu'on voit que les personnes achètent, donc FOMO sur une accélération, surtout si on a un break of structure binaire, donc on risque d'avoir une accélération haussière pour liquider les shorters, et ensuite descendre. Mais, je trouve que les shorters sont assez peu positionnés en termes de volume, que la volumétrie et la liquidité se trouvent majoritairement en bas, et donc on pourrait très bien avoir un break, tout simplement. Un achat massif des personnes qui sont en train d'effectuer à levier, donc pareil sur l'order flow, voir une augmentation des positions, une augmentation des comptes, une augmentation de l'open interest où on retourne à 90 000, accélération haussière, les personnes achètent le dip, se font liquider, accélération baissière, pareil, et ainsi de suite, pour pouvoir aller chercher les clusters de liquidation. Donc on pourrait avoir un break très très fort, on n'est pas obligé d'aller chercher des liquidités en haut. Pour moi, les liquidités en haut ne sont pas encore assez fortes. Néanmoins, elles sont présentes, donc c'est pour ça qu'on les note par rapport à ça. L'autre chose que je voulais vous noter, c'est qu'on a une petite divergence ici qui est en train de se mettre en place, une divergence haussière,
donc, mais alors, qui est toute petite pour l'instant, qui n'est pas encore validée pour moi, et qui pourrait être justement signe d'une cassure baissière, d'accord? Donc là, on est en train d'avoir un break au niveau du momentum qui est en train de se faire. On a derrière le break qui n'est pas encore suffisamment fort pour aller descendre en dessous des 26 000, mais on a une forme d'abandon qui est en train de s'effectuer suite à la compression. Donc on a une première compression qui est cassée, on a encore une deuxième qui est en place, et je pense qu'on pourrait voir une deuxième accélération pour aller chercher les 31 000 ici. Ensuite, ranging vers le bas, et potentiellement une cassure. Soit on valide ici la divergence pour une réaccélération haussière plus forte, pour aller chercher les 34 000 par exemple, voire les 35-36 000, soit on a une cassure et une cassure forte vers la baisse avec un break des 26 700 pour aller chercher un plus bas et justement invalider cette divergence. Divergence aussi qu'on a validé ici sur le Nasdaq, on avait validé une divergence baissière qui a entraîné justement la chute du Nasdaq. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a cette fois-ci une divergence haussière qui est en cours. Alors on va la supprimer, on va la mettre ici. Pour la voir, on a une divergence haussière qui est en cours. Donc on retrouve cette divergence haussière au niveau du Nasdaq, qui pourrait nous dire que le Nasdaq a une volonté peut-être de repartir un petit peu à la hausse, parce que là on retourne quelque chose qui est baissier, ici quelque chose qui est haussier. Donc quand c'est du bot comme ça, c'est une divergence haussière qui est en train de se faire. Donc on aura une tendance, en une heure en tout cas, à se dire que potentiellement le Nasdaq pourrait avoir une accélération haussière, surtout qu'on a eu un renforcement de liquidité qui s'est effectué sur la zone au-dessus des 12 500, donc on peut avoir une réaction haussière pour aller chercher justement ces liquidités-là, et potentiellement même plus haut. Du coup, la réflexion que je me pose, elle est la suivante, c'est est-ce que le BTC a besoin et aurait besoin justement potentiellement d'un petit peu de souffle au niveau du Nasdaq pour pouvoir repartir à la hausse. C'est-à-dire que le BTC, on voit qu'il est quand même résilient par rapport au Nasdaq, par rapport à tout ce qui s'est passé sur l'UST. Malgré la crise de confiance, on a des personnes qui construisent des longues. Que se passe-t-il donc si jamais on a un Nasdaq qui repart à la hausse? Et ça, c'est un petit peu la réflexion que je voulais arriver, c'est qu'est-ce qu'il nous faut globalement pour arriver à la hausse? Qu'est-ce qu'il nous faut pour repartir à la hausse? Déjà, première chose, arrêter d'acheter tout simplement à levier une hausse, entraînera justement une démotivation et une non-volonté tout simplement des market makers à aller chercher les liquidités et les clusters de liquidation, parce que il n'y aura pas besoin de liquidation. Il y a ça, parce que si jamais on a une injection de volume, donc tout simplement si on retrouve tout simplement une notion de bull run très fort, nous allons avoir des liquidités qui vont rentrer sur le marché. C'est-à-dire une augmentation du nombre de trading, donc une augmentation des frais sur tout simplement les plateformes, donc tout simplement du chiffre d'affaires qui s'injecte, plus besoin d'aller chercher la liquidité des clusters de liquidation pour faire du chiffre, et donc forcément on va se retrouver sur quelque chose qui va être un petit peu plus normé et facile à gérer de ce côté-là. Et ça voudrait dire que du coup les clusters de liquidation auront moins de poids sur la macro comme on pourrait le voir. Pour ce faire aussi, ça voudrait dire qu'on ait un Nasdaq qui nous laisse la possibilité de le faire. C'est-à-dire qu'on avait un début haussier qui était un petit peu hier assez franc, mais le Nasdaq, on sentait qu'il commençait à flancher, et justement le Nasdaq, après, a appuyé massivement sur la crypto à l'heure actuelle, qui nous a entraîné plus bas. Plus bas, oui, mais pas tant que ça, parce que la preuve, c'est qu'on a encore une divergence haussière qui est en cours, et on n'a pas fait de plus bas qui, justement, ne se voit pas. Par exemple, ici, on n'a pas fait de plus bas, on a eu une chute qui s'est effectuée. Si on regarde le Nasdaq rétrospectivement, et qu'on regarde la propension de la chute, bon, bah, on a retracé quasiment 90% ici, alors que si on regarde sur le BTC ici, on a dû retracer 50%. D'accord? Donc on a quand même une forme de résilience très forte du BTC et des assets crypto qui sont en train de se faire, et il suffirait qu'on ait un Nasdaq qui range ou qui retrace à la hausse un petit peu plus haut, qui va chercher justement les 12-13 000 pour donner suffisamment d'espace pour avoir un BTC qui va remonter notamment, je pense, si jamais ça se passe, dans les 37-38, et qui redonnera un petit peu de souffle justement sur une potentielle baisse du Nasdaq avec derrière potentiellement un cluster de liquidation, mais qui ne nous amènerait pas dans les 18 000, 15 000, mais qui nous amènerait justement dans les 25 000, finir ici ce gap, et pour repartir à la hausse. Néanmoins, ce qui est intéressant de voir, c'est voilà, c'était une petite hypothèse qui était là-dessus, qui est plus une hypothèse liée à une conjoncture, c'est-à-dire si on se pose la question de comment repartir à la hausse. Néanmoins, on a un premier pass à faire, c'est qu'il faut impérativement faire un break-off structure ici, fort, un break-off structure déjà dans un premier temps, casser 33 000, pour valider ici potentiellement une accumulation forte, avec ici prise de liquidité du psy,
Et après, on pourra aller retester le niveau bas, voire potentiellement faire une petite incursion pour faire un STB et après repartir à la hausse avec une prise de liquidité. Ce serait pas mal pour quelque chose d'un départ fort à la hausse pour une reprise. Néanmoins, ce n'est pas encore le cas. On a une divergence haussière qui peut être amenée directement à être cassée. Ça, il faut le garder. Il va falloir surveiller impérativement le Nasdaq, qu'on n'ait pas une fin de série qui nous amène justement à 11 000 et quelque chose qui aurait un très fort appui sur le BTC parce qu'il est évident qu'au niveau du BTC, si jamais le Nasdaq appuie suffisamment et qu'on break le niveau des 26 600, on risque d'avoir un cluster liquidation et un long squeeze qui va être effectué, avec notamment une accélération baissière sur des clusters liquidation qui vont être faits. Et forcément, si on a un Nasdaq qui appuie, les market makers risquent d'appuyer aussi pour aller accentuer justement le mouvement baissier et aller récupérer les clusters liquidation. Forcément, quand ça coûte moins cher de faire bouger le prix et qu'il y a un risque justement minime et plus de reward qui va être effectué pour les market makers, c'est logique qu'ils fassent là-dessus. C'est le principe du moindre effort. Donc si jamais c'est le moindre effort et que on récupère suffisamment de CA pour rentabiliser, forcément on va aller là-dessus. Et ça, c'est important de le voir notamment et de comprendre cette schématique qui peut être effectuée sur des marchés à faible liquidité comme on est actuellement. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.